Merci beaucoup, messieurs. Vous voyez là des scènes de guerre du côté du Sénégal. Je vais commencer par vous, un patient parfum d'homme, pour prendre votre réaction ce matin. Je pense que ceux qui sont aux affaires pour le moment, dans la zone française, doivent faire très attention. Le peuple souffre énormément. Et si par moment on a l'impression qu'il y a un silence, c'est un silence qui cache en réalité une possible explosion violente à tout moment, parce que le peuple souffre. Il faut donc savoir sur le plan politique pouvoir manager son espace, mais aussi toujours avoir la main tendue dans le cadre d'une volonté de toujours être ouvert au dialogue quand les situations difficiles se présentent. Le peuple souffre parce que le peuple en a marre de ce système de la France-Afrique qui empêche complètement toute liberté dans cet espace qui est la zone sous domination française encore en Afrique. La France a de manière délibérée refusé de décoloniser, il faut le dire. Ils ont maintenu nos pays dans un système d'assujettissement et de domination sans faille. Donc, l'orgueil des jeunes Africains, l'orgueil des Africains est blessé. C'est un message qu'il faut envoyer à ceux qui dirigent nos pays pour le moment. Chaque fois qu'il y aura une crise, elle sera tout simplement, vous allez dire, le paramount d'un pis-aller qui ne dit pas son nom et qui est latent dans tous les pays du précaré français. Ce n'est pas seulement le cas au Sénégal qui est l'objet de notre sujet aujourd'hui. Quand on regarde partout, du Congo-Brazzaville jusqu'au Sénégal, ce sont les mêmes remontrances, les mêmes cris, les mêmes remarques, les mêmes sentiments d'abandon, d'incompréhension, mais surtout du rejet de l'élite et de la classe dominante politique par rapport à leur peuple. On a l'impression que nous sommes dans des pays où il y a des citoyens à part et des citoyens de seconde zone. Oui. À partir de ce moment-là, si vous avez des difficultés, si vous avez des contradictions avec une partie de votre peuple, à tout moment ça peut exploser. Il suffit d'une petite étincelle pour que ça prenne. Macky Sall le sait très bien. Comment il est arrivé au pouvoir? Il est arrivé au pouvoir parce qu'à un moment donné, le président Abdoulaye Wade a tenté d'imposer un troisième mandat. Et les gens ont dit niet. Ils sont descendus dans les rues. Il y a eu des morts. Et c'est parce qu'il y a ce mort-là que le président Wade a été obligé de partir. Aujourd'hui, il y a des morts. C'est ce qu'il fallait que le président Macky Sall évite par tous les moyens. Il n'a pas su l'éviter. Au contraire, il a pratiquement provoqué cet incendie que nous voyons au niveau du Sénégal aujourd'hui. Donc c'est lui-même qui s'est mis volontairement en danger. L'affaire Sonko aurait pu être réglée autrement que par la voie de la violence politique, par la voie du rejet, par la voie de cette attitude condescendante, autant pour moi, qui domine l'attitude de nos décideurs de moment. Donc, à toute réalité, je pense que si les gens n'avaient pas encore compris, si ceux qui décident aujourd'hui n'avaient pas encore pu tirer les leçons, il faut qu'ils comprennent une fois pour toutes que la violence d'État, qui est l'un des piliers de leur régime, ne pourra pas résoudre tous les problèmes. Il y a des problèmes qui ne peuvent pas être résolus par la violence d'État. Donc, je pense sincèrement que nous sommes là devant une grande difficulté, un grand bourbier. Oui. Macky Sall en plus, et le Sénégal en particulier, est considéré par l'Occident, était considéré par l'Occident comme le prototype de ce qu'ils veulent comme État en Afrique. Un État soumis, un État dont les dirigeants sont couchés devant les intérêts occidentaux et qui de temps en temps reçoit des bribes
de récompense. C'est pour cela que vous voyez, il y a beaucoup de Sénégalais dans les institutions internationales. Ce n'est pas un hasard. Oui. Je vous l'ai dit, ce n'est pas du tout hasard. C'est parce qu'on veut démontrer aux Africains que, oui, il y a une démocratie qui est possible chez vous. Et le Sénégal en est l'expression. C'est-à-dire une démocratie qui a pour fonction première de tout faire pour suivre les pas dictés par l'Occident, en fait, qui font de nos États, non seulement des vassaux, mais arrêter le continuum de ce que j'appelle l'esclavage moderne, sans souveraineté aucune. Il y a des voies qu'il ne faut pas suivre. Il y a des programmes politiques qu'il ne faudra jamais énoncer. Même si dans le cadre de ce vaste mouvement qui est en train de prendre corps en Afrique, qu'on appelle le panafricanisme, on fait tout pour mettre la tête de l'État sénégalais, des gens qui sont en réalité des gens qui sont rétifs à aller dans le sens du panafricanisme, donc de l'union politique de nos États. Il y avait déjà l'union Sénégal-Mali, vous vous souvenez? Et vous vous souvenez comment cette union Sénégal-Mali avait pris fin? Parce que justement, on voulait dire à Senghor, ne va pas dans cette aventure-là. Nous, on veut faire de toi un modèle pour que les gens puissent voir comment ça marche très bien chez nous. Est-ce que sur le plan historique, le président Macky Sall s'est remémoré de tout cela? Est-ce qu'il a pris en compte tout ce qui s'est passé avant pour pouvoir s'entêter au point de créer cette situation qui lui est aujourd'hui préjudiciable? Donc, nous sommes là face à quelque chose de très important. Ce message de ce Sénégal qui était l'enfant chéri de la France-Afrique, l'enfant chéri du monde de la finance internationale. Le Sénégal avait droit à des guichets financiers internationaux qu'aucun pays dans le précaré français ne peut avoir. Excusez-moi le terme de précaré français que certains n'aiment pas. Mais c'est comme ça qu'eux-mêmes, ils essaient d'appeler cet espace qu'ils dominent de main de maître. Donc on se posait la question, mais qu'est-ce que le Sénégal a de fondamental? Le pétrole vient toujours d'être découvert là-bas. Ils avaient l'arachide, ils avaient le goro, mais n'avaient pas grand-chose. Mais sauf que le Sénégal avait été choyé, avait les faveurs de tous les programmes, les accords bilatéraux. Ils n'étaient pas traités à la même enseigne que les autres. Aujourd'hui, ce Sénégal-là, profond, dit au monde, nous sommes les Africains. Nous sommes les Africains dans le précaré français. Nous ne sommes pas indépendants. Nous continuons de subir le diktat de la France et des pays occidentaux. Et ça, nous n'en voulons plus. C'est pour cela qu'ils s'attaquent à ce qui est considéré comme les symboles de cette domination et de cette présence. Ce sont ces entreprises françaises. Jusqu'où cela ira, on ne peut pas le savoir. Bon, il peut se dire de toute façon, il y a une fronde où il y a eu des manifestations en Côte d'Ivoire. On a même tranché la tête des gamins qui ont servi de ballon au football. Ça n'a mené nulle part. On voit encore dans d'autres pays où il y a encore eu des situations pareilles. C'est la main forte. C'est l'intransigeance de régime qui a été appliqué comme méthode de résolution des conflits. Et ces régimes sont là aujourd'hui. Mais ce que Macky Sall doit savoir, le président Macky Sall doit savoir, c'est qu'il faut faire attention. Ces problèmes ne sont pas résolus. Le feu continue de couver sous la cendre. À tout moment, dans tous nos États, là, ça peut exploser. Pour des questions sociales, pour des questions d'orientation politique et économique, pour des questions de rejet d'une certaine frange de la société qui n'a pas droit au soleil. Il n'y a que eux, ceux qui sont dans cette classe dirigeante, eux qui sont dans leur loge, avec leur famille, avec leurs enfants, qui sont capables, n'est-ce pas, d'avoir droit au soleil. Et je crois que c'est une remarque que le docteur Belek a même remis sur la table aussi dernièrement. Regardez l'attitude des anciens de l'État sénégalais. Senghor, après être parti du pouvoir, il est rentré en France. On dirait qu'il avait une femme blanche. Ça n'explique pas tout. Diouf, après être parti du pouvoir, rentré à Paris. Wade, ne me dites pas que parce qu'il est aussi une femme blanche, mais lui aussi, parti du pouvoir, c'est à Paris. C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? Est-ce que ce chef d'État qui, on nous dit, ont passé la main démocratiquement après avoir fait l'essentiel du mandat, hormis Senghor, ne pouvait pas rester au Sénégal? Un Sénégal qu'ils ont dirigé pendant des années? Pourquoi ils ne restent pas au Sénégal? Mais qu'est-ce qu'il y a d'aussi charmant à Paris, en France,
pour aller rester là-bas, au lieu de rester chez soi et continuer à œuvrer à la construction de cet État. Quand on est plus chef d'État, ça ne signifie pas qu'on est plus citoyen de ce pays. Donc, je pense sincèrement, et je pense aux jeunes Sénégalais, hier, il y a certains qui sont morts, aujourd'hui, il peut encore y avoir des morts, il faut arrêter la saignée. Il faut trouver un autre moyen pour régler l'affaire de Sonko. Si le président Ouad s'entête à utiliser la monnaie forte, comme certains de ses collègues dans ce même espace, je ne suis pas sûr de pouvoir prédire l'avenir. Hein, je ne suis pas un devin pour le savoir. Je n'ai pas le don de la science infuse pour savoir ce qui va se passer. Mais au vu de la détermination de cette jeunesse-là, j'ai l'impression que les dégâts que cela va causer au sein du corps social, politique, économique sénégalais seront irréversibles. Et c'est ça qui va marquer le début de la chute de l'ère Macky Sall. Paul, et là, on met toujours en avant le problème Ousmane Sonko, mais on ne va pas également oublier que depuis plusieurs semaines aujourd'hui, les Sénégalais sont dans les rues pour dire non à toutes les enseignes françaises, pour dire non justement à la présence française sur le sol sénégalais. Le problème Ousmane Sonko n'est que venu, il faut le dire comme ça, ajouter entièrement et totalement du feu. Alors, il faut se souvenir que chaque fois que la France, puisqu'il s'agit d'elle, nous présente et nous a souvent présenté, puisque par le truchement de ces chefs d'État depuis au moins De Gaulle, ils ont estimé que l'Afrique, au moins francophone, était leur marchepied et que c'est eux qui décidaient de nos libertés et de quand est-ce qu'on pouvait s'émanciper. Et souvenez-vous du discours de la Baule avec Mitterrand, c'est-à-dire qu'à chaque fois, la France s'est constituée de façon péremptoire comme le civilisateur de ces anciennes colonies et celle qui donnait le droit de penser et d'exister à l'Afrique. Et quand on parle de démocratie aujourd'hui, vous savez un peu ce que j'en pense. Pour moi, c'est une grosse farce qui ne sert que les intérêts de ceux qui la définissent et qui l'orientent selon leurs desiderata. Mais quand la France présente des pays comme étant leurs meilleurs élèves en démocratie, comme étant des modèles, il faut toujours se méfier. Il faut toujours se méfier parce que quand vous prenez le Sénégal, vous prenez le premier président Léopold Sédar Senghor de 60 à 80, environ 21 ans au pouvoir. Vous prenez ensuite Abdou Diouf de 80 à 2000, environ 20 ans également au pouvoir. Vous avez une sorte de continuité comme ça. On nous parlait de démocratie, de modèle de paix, de modèle de sérénité d'un pays qu'est le Sénégal. Mais en réalité, est-ce que la démocratie, c'est des arrangements entre petits copains? Est-ce que la démocratie, c'est la soumission à la puissance tutélaire pour laquelle on fait tous les désirs, on se soumet à toutes les injonctions? Est-ce que la démocratie, c'est enfin de se mettre d'accord et en ligne de marche par rapport à des jonctions impérialistes françaises? Non, c'est pas ça la démocratie. On a eu ensuite un sursaut de démocratie, on va dire, puisque on a eu en 2000 comment il s'appelle, j'ai un trou de mémoire, le troisième président. Non, le troisième. Abdoulaye Wade, merci. J'ai un trou de mémoire. Abdoulaye Wade, quand on a eu Abdoulaye Wade, on s'est dit, bon, voilà quelqu'un qui s'est battu dans l'opposition pendant longtemps et il va venir changer les choses. Sauf que Abdoulaye Wade, c'est toujours la vieille école. C'est-à-dire que c'est toujours le vieux moule qui a reconduit en fait les méthodes d'asservissement et de soumission à la France. Et aujourd'hui, ce qui me laisse penser qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger du côté du Sénégal, c'est que non seulement Ousmane Sonko, c'est quelqu'un qui ne sort pas de ce moule de la France-Afrique et de ce formatage des cerveaux, de cet impérialisme français, qui a toujours eu des élèves à qui la France donnait des bons et des mauvais points. Il sort d'un autre moule, il sort d'un moule qui en réalité a vu les affres que la France commet en Afrique en général et au Sénégal en particulier, qui a vu toutes les combines que subissent les peuples du fait justement des dominants dont la France est partie prenante de façon intégrale. Et
quand vous regardez son attitude, même son parcours, on en a parlé ici dernièrement, vous voyez bien que c'est quelqu'un qui est anti-système. Et il est même défini comme tel, même par les Français. C'est quelqu'un qui, pendant ses prises de parole, a été clair, a bien indiqué que si je prends le cas de son intervention une fois à l'Assemblée, où il parlait de l'immigration des Africains, y compris par la Méditerranée au péril de leur vie. Il disait, les Africains, le problème des Africains qui s'expatrient à tous les prix n'est pas est mal apprécié, parce qu'on essaye de résoudre l'immigration clandestine alors que les Africains ne font que suivre le chemin de leurs biens, ne font que suivre le chemin de leurs matières premières. Et vous pillez nos matières premières, ben écoutez, on va où sont nos richesses. Donc, il a un discours suffisamment clair, anti-impérialiste, anticonformiste, et qui veut réellement mettre en évidence l'occupation française. Et c'est d'ailleurs pour ça que les symboles de la France et tous ceux qui sont présentés comme tels dans ces manifestations sont attaqués. Parce qu'on sait très bien qu'en trame de fond, c'est la France et encore la France qui veut maintenir l'intérêt de ces multinationales et que justement ces présidents-là ne font que le jeu de la France. Rappelez-vous ce qui s'est passé avec le ministre, l'ancien ministre de l'énergie, M. Sall, quand il a fait un appel d'offres pour l'exploitation de gaz au Sénégal et de pétrole et que Total était 5e. Macky Sall lui a demandé de donner le marché à Total, arguant que c'est Total, justement, que c'est la France qui permettait de temps en temps de payer des salaires avec quelques centaines de milliards. Oui. Donc, vous voyez très bien que on est, et rappelez-vous également que c'est le même Macky Sall qui a vanté les mérites, et c'est en mondovision, de la France amie, soi-disant, parce qu'à l'époque, justement, de la Seconde Guerre mondiale, les tirailleurs sénégalais étaient privilégiés et avaient des goûters un peu plus exquis que les autres soldats. Bon, quand vous voyez ce genre de déclaration à la tête d'un État africain, un président qui a déclaré justement comme ça, ce genre de choses, que les tirailleurs sénégalais avaient les meilleurs goûters que les autres soldats. Voilà, et qu'ils étaient donc privilégiés. Et que c'est la preuve que le Sénégal et la France sont des amis pour toujours. Donc, Ousmane Sonko, c'est, à mon sens, le signal d'une Afrique qui en a marre de se faire marcher dessus. Ousmane Sonko, c'est quelqu'un qui doit être soutenu par tous les Africains qui veulent voir enfin la renaissance de l'Afrique effective, qui veulent voir l'Afrique enfin libre. Ousmane Sonko, je pense, c'est l'homme de la situation. Et ce qui se passe au Sénégal n'est que les prémices, en réalité, de ce qui va ce qui est en train de se tramer partout en Afrique, parce qu'il y a un ras-le-bol manifeste, et tant pis pour les chefs d'État africains qui ne vont pas avoir la lecture intelligente et sage de l'histoire et du cours des événements. Simon, je vais me tourner vers vous. Au cours de ce week-end, les jeunes Sénégalais ont appelé justement les autres à descendre dans les rues pendant 3 jours. Ils ont surnommé cela la désobéissance civile. Ils veulent 16 millions de jeunes dans les rues pendant 3 jours pour dire non à la France, pour dire non aux installations françaises. Qu'est-ce qui va en sortir au 3e jour, donc demain? Est-ce qu'on va pas seulement se retrouver avec des morts? Est-ce que quelque chose pourrait changer justement avec leur sortie dans les rues et leur désobéissance civile? Monsieur Ngos, vous savez bien que dans la vie, celui qui lutte peut perdre, mais celui qui ne lutte pas a déjà perdu. Je pense que le peuple sénégalais a pris un engagement de démontrer aux gens que, depuis la nuit des temps, on n'a pas surtout le temps à leur dire que la démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple. Et pour le peuple. Et pour le peuple. Ils se rendent compte que la démocratie même, c'est même plus la démocratie. Bon, disons la démocratie comme vous voulez, c'est le gouvernement du peuple par les autres. Je dis par les autres parce qu'on se rend compte que depuis la nuit des temps, oui, c'est la France qui dicte ce qu'ils veulent. Et je suis entièrement d'accord avec eux. Vous demandez ce qui va se passer après 3 jours. Ce qui va se passer, c'est qu'il ne faudrait pas qu'on remplace une porte par la fenêtre. Vous savez, à un certain moment de la vie, quand vous voyez la source refuser de l'eau, c'est que le chameau peut passer à cette heure-là. On vous comprend. Voilà. C'est dire qu'aujourd'hui, avec l'avènement du Sénégal, là, il faudrait que les chefs d'État africains du précaré français prennent
Même si nous n'aimons pas justement le mot précaré français. Mais bon. C'est pas nous qui désignons, c'est un mot qui a été mis en place par eux. Donc, je voudrais dire qu'il faudrait que les chefs d'État africains commencent à comprendre que l'heure est arrivée où, s'ils ne travaillent pas pour le peuple, ils vont dégager. Il n'y a rien à faire. Et ça, on parle de l'histoire. Le chef d'État a beau dire que le peuple sénégalais, ce sont les amis de la France, mais il n'en demeure pas moins que Yachi Aroy. Ce sont les années qu'on a tués. Les bases militaires sont au Sénégal. Oui. Ils font quoi? Moi, je voudrais même que ces Africains, ces Sénégalais qui sont dans la rue, qu'ils aillent d'abord détruire la base militaire française. Que fait une base militaire française dans un pays indépendant? Moi, je suis sur les plateaux, je dis encore une fois, la seule bataille réussie, c'est le bouquet de produits français. Ils sont partis au-delà et je suis entièrement d'accord avec eux. Je suis entièrement d'accord. Moi, je peux pas comprendre qu'un pays, depuis 1960, depuis cette pseudo-indépendance, qu'on nous a brandi comme une libération, que 60 ans après, que les États africains soient des esclaves de la France, au point d'être dépendants entièrement d'eux. Notre porte-monnaie entre les mains de la France. L'économie entre les mains de la France. Non, on ne peut pas. Et monsieur, c'est provo de dire qu'il doit donner le marché aux Français parce que ce sont eux qui payent le salaire des fonctionnaires. C'est très bien. Mais avec quelle monnaie? Ce papier à cul qu'on appelle le franc CFA? Ou un euro vaut 650 francs CFA? Ça veut dire qu'un petit bout de papier, vous allez travailler peut-être 650 fois pour équivalent le 1 euro des Français. C'est un mépris, c'est une insulte qui dit pas son nom. Il faut que le peuple africain accepte ça depuis des années. J'ai dit c'est pas possible. Ce n'est plus possible. Même votre histoire de dollar où un franc CFA vaut 500 $, c'est un mépris. Ça veut dire que nous on doit travailler 660 fois pour avoir un euro. Voilà ce que ça veut dire. Et vous voulez que les Africains acceptent ça? Mes enfants ne peuvent pas accepter. Moi, si j'ai accepté hier, parce que j'étais en classe, j'ai accepté de réciter ce qu'on m'a dit, mais aujourd'hui, je suis à l'école, où j'essaie de réfléchir au-delà de ce qu'on m'a demandé de réciter. Je dis encore une fois, malgré les diplômes, chacun de nous doit faire un effort pour améliorer sa formation d'être un humain. Oui. Parce que c'est que Macky Sall fait. C'est pas un humain. Ce n'est pas possible. Malgré ce tonne de diplôme, il n'est pas un humain. Laissez la concentration de pouvoir entre ses mains. Législatif, c'est lui. Juridique, c'est lui. Non, attends, on parle de quoi là? Et vous voulez qu'un pays fonctionne comme ça là? Et ça, c'est le précaré français. Vous ne verrez pas ça nulle part. C'est que dans le précaré où les Français imposent ce qu'ils veulent, quand ils veulent et comme ils veulent. À la tête des États, ils font traîner des gens pendant des décennies. Senghor a fait 21 ans. On ne peut pas parler des autres chefs d'État africains qui sont dans les 40-30. Si au moins ils peuvent rester là en travaillant pour le peuple. Malheureusement, non. Les preuves sont là. Rien n'est fait pour le développement de l'Afrique. Rien, au contraire. Au contraire. Je ne veux pas ici doiter tous les pays africains parce qu'il y a quelques exceptions qui font quand même quelques efforts. Mais non, il faut sortir du précaré français automatiquement si on ne veut pas que ce qui se passe au Sénégal se retrouve dans les autres pays. Sinon, c'est un début qui ne va jamais s'arrêter. Ce qui va se passer dans 3 jours, je dis encore une fois, il faut que Macky Sall, s'il est intelligent, qui dise, monsieur, je vous ai compris, je me retire. Est-ce que Macky Sall, justement, pourrait démissionner, Simon D? On ne dépend pas de son avis. Le peuple va l'amener à démissionner. Je sais que le mot démission en Afrique, c'est trop compliqué. C'est complexe. C'est vous qui dites également que lui, il est là parce que c'est la France qui donne les ordres, c'est la France qui l'a mis là, et vous pensez qu'il pourrait démissionner? Mais le problème aujourd'hui, c'est que, comme je l'ai dit tantôt, la base militaire française, si les gens s'attaquent à la base militaire française, qui est le soutien réel de la France dans les pays africains, la France tombe. Et si on sort du franc CFA, la France n'aura plus les moyens de soutenir les pays africains qu'il finance comme il veut et comme il entend. Donc il est temps pour nous de sortir de ce précaré français totalement. Je dis bien totalement. Je dis encore une fois, les Sénégalais, s'ils continuent à descendre dans la rue, c'est pas la vie de la France qui compte. Et je suis très heureux de voir que le peuple sénégalais sont attaqués au système. Parce que vous ne pouvez pas détruire un arbre sans couper les racines. Oui. Quand on commence à détruire les biens des Français, ça veut dire qu'on est en train de s'attaquer à la racine du mal dans les pays africains. Et c'est ce que je dis tout le temps sur les plateaux télé, qu'il faut s'attaquer d'abord à la France, qui est le gros problème de l'Afrique. Et s'attaquer, c'est le franc CFA. Ce sont les intérêts de la France dans tous les pays africains. Parce qu'on ne peut pas accepter que 60 ans après, on soit sous les touches candines d'un pays de la France qui ne produit rien, mais qui veut au dépend de la France et qui passe le temps à dire que les pays africains sont pauvres. Vous avez déjà vu un riche aller habiter dans les zones des pauvres? Pas du tout. Si le riche
quitte Si sa tu es maison... riche, tu restes dans ta maison. Si le riche quitte sa maison pour venir dans la maison d'un pauvre, ça veut dire que c'est C'est un pauvre. lui qui est pauvre. Merci beaucoup, Simone, pour ce premier jet. Albert Anatola, ici, finalement, je vous pose la question, hein, l'enfant chéri qui était le Sénégal, l'enfant chéri de la France qui était le Sénégal, est devenu aujourd'hui rebelle au point où la France, il faut le dire comme ça, on n'a pas encore de déclaration venant de l'Élysée. Oh, une autre hypocrisie. Écoutez, je pense qu'il faut établir deux parallèles. Oui. Le premier parallèle, ça concerne d'abord la classe dirigeante qui respecte un cahier de charge par lui édité par l'Élysée. Et le second parallèle, ce sont les masses populaires justement qui sont en train d'exprimer leur mécontentement. Maintenant, si vous parlez du premier cas, oui, la France ne peut pas condamner ce qui se passe du côté du Sénégal, justement. Il ne sait pas si c'est la même chose qui s'est passée du côté de la Côte d'Ivoire. Parce qu'au même moment qu'on condamnait la violation des institutions américaines, je parle de la France, du côté de la Côte d'Ivoire, c'était très bien, même comme on violait les institutions de la Côte d'Ivoire. Donc, vous voyez donc que pour les mêmes événements, pour la même situation, dans le même circonstance, le même contexte, vous avez deux discours contradictoires. Je pense donc que, pour revenir dans le cas qui nous intéresse ce matin, je crois que le cas Ousmane Sonko est très intéressant pour les jeunes générations, pour la jeunesse sénégalaise, pour la jeunesse africaine. Parce qu'il s'agit d'une rupture. Une rupture, quelle que soit sa nature, qu'elle soit brutale, violente, il faut une rupture. N'allez pas me demander l'avis de la France parce que forcément, moi, ça ne m'intéresse pas l'avis de la France. Ce n'est pas intéressant pour les Africains. Ce qui est intéressant pour les Africains, c'est l'autonomie politique, c'est l'autonomie économique, c'est le respect mutuel. Parce que dans les rapports de la France avec les pays africains, c'est des rapports de mépris, de respect, de condescendance, de paternalisme et surtout de l'arbinisme. Ce sont des rapports de prétention. Je pense que de ce point de vue, avec ce qui se passe au Sénégal, qui doit également parler aux autres pays de l'espace francophone, notamment de la France-Afrique, eh bien, je crois que la révolution est en marche. La révolution est en marche et nous pouvons saluer ici, n'est-ce pas, le courage de la jeunesse sénégalaise. Et ceci dit, hier j'ai suivi, n'est-ce pas, les éléments de langage, notamment de l'opposant Ousmane Sonko, parce qu'il est sous contrôle judiciaire désormais, dans cette affaire présumée de viol, dans cette affaire de viol présumée autant pour moi. J'ai suivi également le discours du président Macky Sall, qui s'est engagé, n'est-ce pas, à assouplir, n'est-ce pas, des mesures, les mesures relatives au couvre-feu sanitaire. Bon, est-ce qu'il fallait attendre que la rue sénégalaise prenne feu pour justement prendre la parole, s'exprimer, parler aux Sénégalais, parler à la jeunesse sénégalaise? Beaucoup de dirigeants, très souvent, oublient et ils sont les mandatés du peuple. Si du moins la démocratie a un sens. Ils sont les mandatés du peuple et très souvent ils se comportent avec beaucoup de condescendance et de mépris. Voilà le résultat. Donc à un moment donné, ce peuple qui t'a confié son mandat peut te dire, il y en a marre. Oui. Et ça, le peuple sénégalais en a véritablement marre. Derrière une affaire judiciaire, d'autres, vous avez maintenant des revendications sociales, des revendications économiques, n'est-ce pas, qui ont germé. Ce qui suppose donc que justement, le peuple sénégalais qui est par nature est pacifique, a donc exprimé justement ces frustrations longtemps cumulées. Je crois qu'aujourd'hui, il faut comprendre que il faut un renouvellement de la classe politique, d'une manière générale. Et pas ce renouvellement tel que pensé par l'Élysée, par M. Macron, non. Il n'y a rien à faire dans les affaires africaines. Parce qu'il a plein de problèmes à résoudre chez lui et qu'il n'est pas capable de les résoudre. Ce renouvellement de la classe politique doit être impulsé par les Africains. C'est dommage que la plupart de nos dirigeants, de nos élus d'une manière générale, ont un passeport français. Tout à l'heure, je crois, Patient dont parlait des cas de ces anciens présidents
qui ont préféré aller rester à Paris qu'au Sénégal. Pourquoi? Parce qu'ils sont français. Il faut donc que désormais, qu'ils soient établis que pour prendre le pouvoir, pour bénéficier du mandat du peuple, qu'il soit établi que vous avez la nationalité du pays, de votre pays uniquement. C'est très bien. Parce qu'à partir du moment où vous avez deux nationalités, il n'est pas possible que vous puissiez plutôt servir les intérêts de votre deuxième nationalité. Patrie. Votre deuxième patrie. Oui. Et non, parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez le contexte sénégalais, je trouve scandaleux qu'un pays qui a une jeunesse qui est aux abois, sans emploi, une jeunesse dynamique, un pays qui a des problèmes, qui a une tension de trésorerie, se retrouve en train de payer le luxe de perdre 400 milliards de francs CFA par an. Parce que le président de la République a décidé de manière unilatérale, en violation des procédures légales et réglementaires dans le cadre de la passation des marchés publics, pour donner un contrat à quelqu'un qui n'avait pas la compétence de pouvoir bénéficier de ce contrat, je parle de Total. Je trouve cela paradoxal. Ce qui suppose donc que ces gens, ils ne sont pas là pour servir les intérêts de leur peuple. Ils sont là pour respecter le cahier de charge de celui qui les a mis là. Parce que, puisque c'est Paris qui fait le beau temps sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan culturel. La preuve, c'est que les manuels scolaires qui sont utilisés dans nos universités, dans nos écoles, c'est Paris qui les édite. Ce sont l'émanation, n'est-ce pas, des contrats coloniaux qu'il faut absolument démanteler. Parce que quelqu'un ne peut pas vous déstructurer votre système culturel à ce niveau. Les manuels scolaires qui sont utilisés dans nos universités, dans nos écoles, ça ne cadre pas avec nos réalités, avec nos réalités socio-culturelles. Et notre identité. Ça ne cadre pas avec notre pensée politique. Ça ne cadre pas avec justement notre contexte culturel. Ça ne cadre pas avec nos objectifs de développement. Ça, c'est important de le dire. Nous sommes dans une éducation extravertie. Donc, on peut pas, il faut qu'on sorte de l'extraversion politique, culturelle, de l'aliénation culturelle. Donc, je crois que ce qui se passe du côté du Sénégal, il est important. Comme je l'ai dit tantôt, il n'y a pas de révolution qui s'en heurte. Il n'y a aucune révolution qui s'est opérée dans le monde sans qu'il y ait, n'est-ce pas, effusion de sang. C'est important. Vous avez les pères fondateurs du panafricanisme ont donné de leur vie. Oui. Pour que nous, aujourd'hui, nous parlions du panafricanisme. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il est important que le panafricanisme vive et que le panafricanisme mette un terme, justement, à cette aliénation. Ce qui se passe actuellement au Sénégal, patient par Fendom, a poussé également d'autres États africains, justement dans le précaré français, de commencer à protéger les entreprises françaises. Je vous prends le cas par exemple du Cameroun, je ne citerai pas cette entreprise pour ne pas faire sa publicité, a pris l'initiative ces derniers temps de prendre des militaires camouflés, il faut le dire comme ça, bien armés à l'entrée de cette entreprise et autour. Est-ce pour dire que quelque chose d'autre pourrait naître dans les autres pays que vous appelez le précaré français? Contre les institutions, les installations et sans oublier les entreprises françaises. C'est du pragmatisme. Ça veut dire que l'ennemi commence à comprendre que y a un Je vous problème. prends le cas du Cameroun. Hein. Ouais. Je vous dis, sur le signal national camerounais, ici même à Douala, certaines entreprises ont pris des dispositions. C'est du pragmatisme. Ça veut dire qu'au niveau de Paris, on commence à comprendre que cette affaire commence à être sérieuse. Elle commence à être véritablement sérieuse. Et ils essayent, au plus pressé comme ça, de prendre des mesures conservatoires pour pouvoir éviter des surprises désagréables. Oui. Je crois que, et là nous sommes dimanche, on a fait une très belle émission, cette question, je crois qu'il faut que nos décideurs du moment anticipent. S'ils n'anticipent pas, le tsunami qui va s'abattre sur l'ensemble des pays sous domination française, ils ne comprendront rien. Ousmane Sonko, ce n'est que l'expression du ras-le-bol. Non, comment dire ça, de ce premier jeu de ce tsunami qui arrive. Hein. C'est tout clair. Ce sont les prémices de ce tsunami. Vous savez, pour ceux qui ont vu presque en direct le tsunami qui s'est abattu, n'est-ce pas, au large d'Indonésie, oui. On a vu d'abord la mer se retirer. Les gens disent, mais quel est ce phénomène?
avant que la déferlante, n'est-ce pas, quand les plaques se sont refermées là-bas en bas, et que ça ait propulsé au sommet des masses d'eau importantes, qu'une déferlante incroyable s'abatte sur les côtes. C'est le début de cette affaire-là. Je vous ai dit que la France a toujours considéré le Sénégal, et a montré le Sénégal un exemple aux autres pays africains, comme son chouchou. Il bichonnait le Sénégal, vous voyez. Posons la question, le nom tirailleur sénégalais vient d'où? C'est parce que pratiquement dès le 18e, voire même 17e siècle, les troupes sénégalaises ont accompagné la France dans certaines campagnes en Europe. Hein? Les troupes sénégalais. La deuxième vague des tirailleurs sénégalais, c'est autour de 1905. Donc les Sénégalais étaient déjà présents dans les batailles même inter-européennes aux côtés de la France. Quand le général de Gaulle, après avoir reçu plusieurs fois des golubets de la part et des Américains et des Anglais, décide enfin de venir se ravitailler, c'est comme ça qu'on appelait un homme en bien dans la côte africaine, il commence par le Sénégal. Mais mal on a appris, à cette époque-là, le Sénégal était occupé par les pétainistes, les vichistes. Il n'a pas pu. Vous vous souvenez de clash qu'il y a à l'intérieur de l'église catholique entre un certain Monseigneur Lefebvre et Rome. Rome qui demandait qu'on applique maintenant le Concile Vatican II et Lefebvre qui disait non, nous on va continuer à appliquer le dogme catholique à l'ancienne. En fait, qui essayait de créer un distinguo entre les fidèles qu'ils étaient et le clergé blanc. Ça a duré trop longtemps. Mais l'église catholique même, comme elle est de temps en temps roublarde, a été incapable de sanctionner violemment le fait. Au point où vers la fin, ils se sont réconciliés. Le Sénégal était dans une base, un laboratoire du racisme, de l'extrême droite, de la présence de l'extrême droite française en Afrique. D'où tout ce que nous avons vu. Au vu de tous, il y a eu un arrangement entre l'administration sénégalaise au moment de la colonisation et les leaders locaux qu'on appelle, vous savez au Sénégal, il y a beaucoup de confréries, n'est-ce pas, les mourides, les machins. Il y a eu un arrangement en disant à ces chefs religieux, vous restez avec le pouvoir religieux, mais le pouvoir administratif, c'est nous. Cet arrangement a créé le Sénégal bloc convoi. Je vous ai parlé de ce que le Sénégal pouvait avoir prétention de mettre sur la table comme élément qui peut le permettre, n'est-ce pas, de pouvoir se développer. Il y avait le coton, il y avait l'arachide, maintenant que c'était l'arachide, et il y avait sa côte avec les poissons. Il y a même un problème avec la pêche au niveau du Sénégal, où on accuse le président Macky Sall de délivrer des permis de pêche à des sociétés étrangères, dont chinoises, au détriment des propres pêcheurs sénégalais qui n'ont plus rien. Vous voyez, bon, le pétrole est arrivé avec ses conséquences que nous voyons. On ne va pas également oublier que certaines plages sénégalaises appartiennent complètement entre les mains des traités français. On a construit de très belles villas avec vraiment des sociétés de sécurité hors normes, où en réalité c'est la petite France sur le bord de mer du Sénégal. Avec tous les avantages que vous pouvez bien imaginer. Ils se sentent bien. Ils sont au soleil pratiquement 12 mois sur 12. Quoi de beau pour eux. On a l'impression justement que c'est le copier-coller justement dans le pays Caraïbes français, que ce soit au Cameroun, au Gabon, au Congo. Là, on a le copier-coller. Si vous allez à Port-Gentil, vous avez le même système. Je vous ai dit que ce sont les mêmes réalités, ce sont les mêmes difficultés. C'est structurel de ces États. Du Sénégal jusqu'au Congo, vous allez voir les mêmes bêtises, les mêmes conneries, les mêmes choses inacceptables. Partout, c'est la même chose. Nous, comment tu peux expliquer, comment pouvez-vous expliquer que le Sénégal a eu accès au pétrole très, très récemment? Comment l'État sénégalais n'a pas pu s'inspirer des accords léonins que la France a passés avec certains pays francophones sur l'exploitation de leur pétrole pour dire, ah non, si c'est comme ça, nous on préfère regarder ailleurs. Oui. C'est souvent les ratios de l'ordre de 90% pour soi-disant Total, parce qu'ils ont fait dans l'exploration, ils ont fait dans la recherche, ils ont fait dans ça, et 10% pour le pays qui a le pétrole. Regardez le cas de Tchad. Gros scandale. Le Cameroun avait un peu la chance, parce qu'en réalité, les Algériens nous avaient aidés en termes de conseils, mais même juste pour le Cameroun, c'était un gros scandale. On ne tire rien de cette affaire-là. Parce que les gens disent qu'ils mettent beaucoup d'argent dans la recherche et dans l'exploration, donc ça leur coûte tellement cher qu'il faut qu'ils rentabilisent. Des conneries comme ça.
Il y a certaines îles camerounaises qui appartiennent également à la France. Hein. Mais je vous dis que... Patient Pavendon, vous n'avez qu'à aller à Soué là-bas, vous allez voir autre chose. Non, et sans oublier ce que j'appelle les tankers fantômes. Voilà. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens, des tankers qui se mettent au large là, ils pompent notre pétrole, s'en vont, ils sont restés nulle part. L'affaire du pétrole, c'est comme l'affaire de la cocaïne. Pas le nouveau Mendeleïne qui est au niveau de la Côte d'Ivoire maintenant, où chaque jour c'est des saisies importantes de cocaïne. Je crois que le petit faisait Pablo Escobar a élu domicile maintenant en Côte d'Ivoire. Non, l'affaire du pétrole, c'est pire que le trafic de la cocaïne. Vous ne savez pas, c'est un flou qui est terrible. Si quelqu'un vous dit, de manière précise, au niveau de l'Afrique, il sait très bien ce qui se passe dans la gestion du pétrole africain, ça veut dire que c'est un arracheur de dents qui est en face de vous. Donc, voilà les difficultés que nous avons. Les difficultés que nous avons dans cette France-Afrique qui refuse de libérer l'Afrique. Les jeunes Africains, moi j'ai vu des photos des jeunes qui sont dans la rue. Regardez ces jeunes-là. C'est la misère. Ils sont pratiquement pieds nus. Vous voyez des gens qui ont été à l'école, qui ont des diplômes, qui n'ont pas d'emploi. Donc, ils n'ont plus d'avenir. L'avenir est complètement bouché pour eux. Et vous venez encore essayer de leur démontrer qu'ils ne valent rien en essayant de casser les ailes à celui qui considère un peu comme celui qui peut les aider demain à voir le soleil. Mais non, ces jeunes vont vous dire, on n'a plus rien à perdre. On n'a plus rien à perdre. Donc je pense que, comme je le disais à l'entente de mon propos, il faut que nos politiques s'inspirent de ce qui s'est passé au Sénégal. Et qu'ils aient le sens de l'anticipation. S'ils n'anticipent pas de la déferlante, le tsunami qui est en train de se préparer là, qui va s'abattre sur nos États et sur nos pays, ça va être extrêmement grave. Mais ce qui est dommageable, faire plus, c'est que leur entêtement va nous faire perdre des vies humaines. Va peut-être parce que certains jeunes... le ras-le-bol ayant atteint un paroxysme, on a des images de plusieurs jeunes qui sont morts. Ils vont tout brûler, même les petits trucs en termes d'infrastructure que nous avons encore. C'est ça qui est dommage dans ces histoires-là. Mais hélas, quand la colère atteint certains cimes, on ne peut plus rien contenir. D'où la responsabilité j'entends les gens dire, ah, ne brûlez pas. Mais ils ne disent pas à ceux qui sont aux affaires, anticipez aussi. Créer des pôles de discussion, de dialogue. Essayez d'être à l'écoute de votre peuple, des cris de votre peuple. Depuis qu'on crée sur la question du franc CFA. Vraiment, j'ai envie de vous croire qu'en Afrique centrale, il y a quelque chose d'extraordinaire quand elle se produit. Mais j'attends de voir quelques signes. Je ne vois rien. Je ne vois rien. Quand j'entends les gens, mes amis sur le plateau disent que non, l'Afrique centrale, ce n'est pas l'Afrique de l'Ouest. Ici, dans bientôt, vous allez voir ce que vous allez voir. Mais moi, je ne vois rien. Au contraire, on continue de s'enfoncer. C'est vrai. Sur la question du franc CFA. Je ne vois rien. Donc, si ces gens-là pensent que ça va demeurer comme ça, tant pis pour eux, et la France. Si la France ne fait pas attention, elle va être considérée comme l'ennemi public numéro 1 de tous les peuples d'Afrique, dites francophone. On va préférer même négocier avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée que de négocier un jour avec la France. Il faut qu'ils fassent très attention. C'est déjà le cas. Ce que nous sommes en train de leur dire, c'est de dire attention, les temps ont changé. Nous sommes en plein 21e siècle. Nous avons des têtes bien faites ici au niveau de l'Afrique. Nous avons des jeunes Africains qui ont fait le tour du monde, qui voient comment ça se passe ailleurs. Ces jeunes Africains ne peuvent plus continuer à accepter d'être traités comme des Noirs en Papouasie-Nouvelle-Guinée, comme les Indonésiens le traitent aujourd'hui, ou bien les Noirs au niveau de l'Australie, c'est terminé. Nous avons tout donné. On vous a aidé à vous libérer, à reprendre votre dignité. La France n'était rien. C'est grâce à l'Afrique qu'elle est ce qu'elle est aujourd'hui. Non, aujourd'hui elle est quelque chose. Non, parce qu'elle a sur votre dos, elle continue de tondre la laine. Elle n'est rien. Mais c'est ça ce que je dis. Aujourd'hui elle est quelque chose grâce à l'Afrique. Nous n'avons rien contre la France officiellement. Mais nous leur disons, ça en est assez. Il faut arrêter. Au président Macky Sall, si je peux lui donner un dernier petit conseil. Monsieur le Président, anticipez. Dialoguez avec votre jeunesse, dialoguez avec votre peuple. Arrêtez avec ce raidissement qui est une marque de fabrique de tous les sous-préfets qui ont été imposés et installés ici chez nous en Afrique. Changez de méthode, changez de comportement, allez vers votre peuple, tenez le langage de vérité. C'est seulement comme ça que vous pourrez, n'est-ce pas,
dégonfler cette bulle qui ne fait que prendre de l'importance et qui risque d'être aussi catastrophique qu'une bombe à hydrogène. Paul est là. Tout à l'heure, Patient Parfait d'Homme parlait justement de la France comme l'ennemi public numéro 1 sur le continent africain. Ne peut-on pas dire aujourd'hui justement que la France est devenue l'ennemi public numéro 1 pour la jeunesse du précaré français? D'ailleurs, qu'est-ce qu'attendent d'ailleurs les autres nations, les autres pays de l'Afrique centrale pour entrer dans la danse? Il faut le dire comme ça, comme ce fut le cas au Sénégal depuis plusieurs semaines aujourd'hui. La France ne devient pas, n'est pas devenue l'ennemi public numéro 1 de l'Afrique. La France a toujours été l'ennemi de l'Afrique. La France n'a jamais été l'ami de l'Afrique. C'est au-delà des concepts et des mots édulcorés de diplomatie. La France est le pire ennemi de l'Afrique. Il ne faut pas mâcher ces mots. C'est le pire ennemi que l'Afrique ait jamais connu. Le pire malheur de l'Afrique, c'est d'avoir croisé sur son chemin la France. C'est aussi simple que ça. Regardez l'histoire, lisez les événements, regardez les conséquences de cette soi-disant et prétendue coopération franco-africaine. Regardez les affres de ces prétendus partenariats. Qu'est-ce que la France a de traces positives en Afrique? Aucune. Je mets quiconque au défi. Je mets quiconque au défi de me montrer un élément, je n'ai pas dit deux, un élément, un demi-élément positif de la coopération, soi-disant, entre la France et l'Afrique. Ça n'existe juste pas, sauf à insulter nos intelligences en nous racontant des balivernes. Ce qui est en train de se passer, ce n'est pas que la France devient l'ennemi de l'Afrique. Ce qui se passe, c'est que il y a une nouvelle génération qui a compris que elle ne pouvait plus, cette nouvelle génération-là, se coucher comme ses pères, qu'elle ne pouvait plus se soumettre indéfiniment, parce que cette nouvelle génération-là a pris conscience que c'est la vie ou la mort. Qu'à un moment donné, il faut se lever, à un moment donné, il faut s'engager, à un moment donné, il faut non seulement dénoncer, mais il faut s'opposer, quitte à perdre sa vie pour gagner la liberté de son peuple. Voilà la vraie révolution. Et la révolution, elle est d'abord intellectuelle, elle est d'abord mentale. Quand vous voyez ce qui se passe dans les rues en Afrique, quand les gens cassent, ce n'est pas qu'ils soient fondamentalement et foncièrement violents, pas du tout. C'est tout simplement qu'ils sont arrivés à ce qu'on appelle la logique du mur. La logique du mur, c'est que au fur et à mesure, tant que vous avez de l'espace derrière vous pour reculer parce que vous êtes acculé, vous reculez. Et à un moment donné, quand il n'y a plus de moyens pour reculer et que vous n'avez que le mur derrière et vous ne pouvez plus reculer, il vous reste quoi? Il vous reste de vous défendre, quitte à mourir. Il vous reste d'utiliser même vos ongles, même un cure-dent, tout ce que vous avez, vos dents. Vous allez tout donner pour survivre. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Et je pense que, et je ne le pense pas seulement, c'est factuel. La France, et notamment par ses dirigeants, parce que quand on dit la France, on parle d'un système, on parle de ceux qui la dirigent, on parle de ceux qui la conçoivent comme telle, comme c'est le système qu'elle est aujourd'hui. La France manque cruellement d'intelligence. Mais ça, c'est même affligeant. C'est pour le déplorer, c'est pour les plaindre que je le dis. La France manque cruellement d'intelligence. Parce que quand vous avez un minimum d'intelligence, un minimum de bon sens, et que vous pouvez encore, sauf cas de cécité intellectuelle et mentale, c'est visiblement ce qui les frappe, vous vous rendez compte que au bout d'un certain temps, il faut changer de paradigme. Et ça, c'est le minimum d'intelligence. Ça veut dire que vous vous rendez compte que vous avez utilisé la même méthode pendant un certain temps, que ça a marché avec les aïeux des peuples que vous oppressez, que ça a marché avec les grands-parents des peuples que vous oppressez, que ça a marché avec les parents des peuples que vous oppressez. Et il y a une lecture sur le terrain qui montre bien que les paradigmes sont en train de changer pour ces peuples-là et qu'ils sont en train de comprendre qu'ils ne peuvent plus continuer à être asservis. Oui. Mais vous gardez les mêmes méthodes. C'est un manque cruel d'intelligence, puisque l'intelligence est la faculté d'adaptation, la faculté d'anticipation. Et la toute petite France, qui n'a jamais été grande, je ne sais pas quand est-ce que la France a été grande, la toute petite France qui, à la faveur du partage de la conférence de Berlin en 1884-1885, s'est donc arrogée, et bien avant aussi, parce que il y a des pays africains où elle était déjà installée, mais en tout cas de façon formelle, depuis la conférence de Berlin, les colonies françaises et tout ce qui était considéré comme tel n'ont fait que ce que la France est aujourd'hui. Et la France n'a jamais pu se réinventer un autre modèle
politique, économique, sociale et sociétale. Et la France ne s'est jamais imaginé exister en dehors de l'Afrique. Et c'est donc pour ça que la France s'entête bêtement à conserver des méthodes éculées qui ne marchent plus, des méthodes passéistes, à toujours vouloir s'accaparer de tout en Afrique. Et en réalité, la France développe une dépendance maladive avec l'Afrique qui fait que finalement, elle n'aura que ses yeux pour pleurer. Je pense qu'elle peut se préparer à pleurer. Je ne pense pas qu'elle puisse encore avoir quelques ressorts intellectuels pour changer la donne, parce qu'en réalité, elle a montré qu'elle est stupide de par l'attitude de ses dirigeants. Et donc, moi, je pense que par intelligence, en tout cas pour ce qui leur en reste d'intelligence, il faudrait que la France prenne d'elle-même, avant qu'il ne soit trop tard, ses clics et ses claques, qu'elle commence à faire ses bagages en Afrique, et qu'elle rentre tranquillement, et qu'elle commence à supplier, une fois rentrée, parce que c'est le préalable, qu'elle rentre, qu'elle libère l'Afrique de toutes ses bases militaires et de cette occupation dont on n'en veut plus, et de ces multinationales qui pillent l'Afrique, et qui causent toutes sortes d'affres en Afrique et de misère. Une fois que la France sera rentrée, c'est la condition sine qua non, qu'elle supplie l'Afrique pour que la colère de l'Afrique ne soit pas un boomerang. Je termine juste en disant que le signe positif que je vois en Ousmane Sonko, c'est que quand vous regardez tous les pays où soi-disant les transitions se font de façon démocratique, en réalité c'est des petits arrangements entre petits copains. Ce qui m'arrange et ce qui m'inspire quelque chose de bon au Sénégal, c'est qu'on l'a dit, le Sénégal a toujours été le chouchou de la France comme modèle, mais aujourd'hui que les Sénégalais se lèvent, ça veut dire que quelque chose est en train de se passer en Afrique. Et notamment, Ousmane Sonko, c'est quelqu'un qui ne sort pas des moules de la France-Afrique et en plus des gouvernements. Quand on regarde Macky Sall sort, il a été ministre de l'énergie, il a été vice-premier, il a été premier ministre, il a été président de l'Assemblée nationale. Il sort des mêmes moules. Donc en réalité, c'est des gens qui ont eu le temps de se laisser phagocyter par les désidérata et par la mafia française, alors qu'un Ousmane Sonko, il sort, on va dire, entre guillemets, de nulle part, et il est encore neuf, il a du sang neuf, et je pense que partout en Afrique, il faut se méfier des prétendus repentis qui sortent des systèmes corrompus et qui vous disent comme ça que oui, ils ont compris qu'ils doivent se battre pour le peuple. Ousmane Sonko est une exception et l'Afrique doit le soutenir. Tout véritable nationaliste, indépendantiste et amoureux de la liberté de l'Afrique doit soutenir Ousmane Sonko et nous sommes entièrement derrière lui et derrière le peuple. Il faut dire, les nouveaux comment on dit ça, c'est les zélotes quoi. Ils ont le zèle de nouveaux convertis. Les gens qui ont servi un système pendant longtemps et quand soi-disant ils découvrent enfin que la terre tourne autour du soleil, ils rentrent dans une opposition de la 25e heure et vous disent qu'ils peuvent casser le système qui les a nourris, qui les a bichonnés et qui a fait de ce qu'ils sont. C'est impossible. Et c'est ce qu'au Cameroun, beaucoup de gens ne veulent pas comprendre. Absolument. Quand on en parle, ils disent vous avez la haine de telle tribu, vous n'aimez pas tel visage. C'est un raisonnement logique. Absolument. Messieurs, Simon, je vais me tourner vers vous. Qu'est-ce qui pousse souvent les chefs d'État africains à ne pas démissionner, mais plutôt à marcher sur les cadavres de leur population? Mais monsieur Ngoz, quand vous avez un chef d'État qui vous dit que sa survie dépend de la France qui paye son personnel, vous comprenez? Tout est dit. Vraiment, vous avez vous-même la réponse. Mais cependant, je voudrais dire, à la suite de ce que mon frère Ella a dit, il faut savoir que diriger, c'est prévoir. Si la France ne fait pas attention, bientôt, ils vont se retrouver, ils vont voir les grains de maïs derrière une vitre. En voulant picorer les grains de maïs, ils vont se casser les dents. Parce que les becs, parce que c'est le coq français. Les becs, je pense que c'est le coq français. Donc il est temps qu'ils changent complètement. Et ceci dit, il faudrait aussi que la France sache que ce sont eux-mêmes qui ont donné la corde aux Africains pour les pendre. Ce sont eux-mêmes. Ils ont donné la liane aux Africains pour les pendre pendant 60 ans. Ils doivent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Donc ils ont encore le temps de faire amende honorable comme il a dit. Pour les là. Parce qu'il n'y a rien à faire. Qu'ils le veuillent ou pas, l'heure a sonné. Il n'y a plus de recul. Ça fait 10 ans, presque 11 ans que sur les plateaux, on dit boycotter les produits français. Vous pensez que ça tombe dans les oreilles des sourds? Les gens ne voient pas comment la France fonctionne en Afrique. Quelqu'un qui a gagné un marché, on enlève le marché, on le donne à un petit toto qui n'a même pas les moyens de sa politique. Parce que pour moi, la France n'a rien. La France, c'est des pauvres types. Je vous ai dit ici, sur ce plateau, que si un riche ne peut pas laisser sa maison pour aller habiter dans la maison d'un pauvre,
C'est celui qui est pauvre. Vous venez en Afrique, vous dites que vous êtes riche. Vous ramassez pour rentrer chez vous. Et vous trouvez que le pays où vous êtes pauvre? Non, il est temps qu'on rétablisse la vérité. Il y a plein de mes frères africains qui prétendent, qui disent que oh, sans la France, on n'est rien. Comme si avant la France, on n'existait pas. La France, c'était quoi? Moi, je dis encore, je cause français parce que j'ai été contraint. J'aurais voulu causer ma langue maternelle. Même le bassin, n'importe quelle langue, mais pas le français. N'importe quelle langue africaine, mais pas le français. On m'a obligé. J'aurais préféré, au départ, mes parents m'ont mis dans une région qu'on appelle alcoolique ou c'est catholique. Moi, je suis là-dedans. J'aurais préféré appartenir à rien du tout parce que ça ne m'a rien apporté. Au contraire, les divisions, les musulmans, les catholiques, tout, on nous oppose pour rien, pour des intérêts réels. Il est temps qu'on mette un terme à cette histoire. Donc, la décolonisation spirituelle, mentale, politique doit cesser complètement. On doit rentrer dans ça et libérer le peuple africain parce qu'on est en plein. Heureusement, je pense que le jeune qui est au Sénégal, là, il est en train de prêcher par l'exemple. Oui, il est en train de prêcher par l'exemple. Et les jeunes Sénégalais sont en train de nous démontrer que c'est possible qu'on se libère en Afrique. Je pense que le prochain pays, il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Togo, qui doivent absolument se mettre en ligne de vie pour défendre leur continent et libérer complètement l'Afrique. Parce que voilà les têtes pensantes de la France en Afrique. Parce qu'on peut raconter ce qu'on veut, mais il y a les trois pays là, qui sont extrêmement dangereux pour l'Afrique. Je dis le Togo, ce pays, j'ai été dans ce pays, oui, et je connais très bien ce pays. Et vous verrez que dans tous ces pays, il y a une base française, base militaire française. Le Togo est je sais pas, c'est le centre où on fabrique l'aéroport international de toutes les bêtises françaises en Afrique. Et c'est une honte. Oui. C'est une honte. C'est la suite de l'Afrique, des Français en Afrique. C'est une honte. Moi, quand je le dis, ça avec beaucoup de mal au cœur. Parce que je ne peux pas comprendre que des Africains prennent leur pays pour le confier à des voyous qui n'ont même pas un peu de scrupules pour leur pays, qui n'ont pas un peu d'amour pour leur pays. C'est vrai qu'en matière d'affaires, il n'y a pas d'amour, il n'y a que les intérêts qui comptent. Mais quand même, il faut que les gens apprennent à voir leurs intérêts et les intérêts de leur peuple, au lieu d'être à la solde des Occidentaux. Tous ces gars ont été fabriqués par la France. Heureusement, les Sonko comme ça, il y en a dit partout en Afrique. Et comme les gens le disent sur ce plateau, vous ne pouvez pas avoir manger dans un plat avec les gens et demain vous mettre à côté et dire que non, je combats celui-là. Vous allez manger ensemble. Vous allez faire comment? Vous en départir. C'est pas possible. Donc il est temps qu'on se libère complètement et qu'on mette à la tête des pays africains des panafricanistes purs et durs. Il n'y a pas de tribus là-dedans. Il n'y a que deux tribus en Afrique. Ceux qui mangent et ceux qui ne mangent pas. Merci beaucoup. Il n'y a que deux tribus. Il n'y a pas deux tribus. Ceux qui ont faim. Ceux qui mangent et ceux qui ont faim. Il n'y a que deux tribus. Qu'on arrête de nous balancer des conneries dans les cerveaux pour dire qu'il y a deux. Il n'y a pas de tribalisme. Il n'y a que ceux qui mangent. Et ceux qui mangent sont dans les mêmes. Appartiennent à toutes les tribus. Et ceux qui ont faim appartiennent à toutes les tribus. Il faut qu'on arrête de nous manipuler. Absolument. C'est des clous. Je suis désolé. On vous comprend parfaitement. Albert, on est là ici pour sortir rapidement. Hein. Je vais vous poser une question avant de commencer à lire les messages de nos téléspectateurs. On ne va pas également oublier qu'on a collé. On aime souvent coller justement à certains opposants sur le continent africain. Il faut le dire, certains motifs. On parle de viol en tout cas concernant Ousmane Sonko, là où il va souvent se faire masser dans un salon de massage. Et la dame en question déclare haut et fort qu'elle n'a pas seulement été violée une fois, elle n'a pas été violée 2 fois, pas 3 fois. Je pose la question, elle déclare d'ailleurs qu'elle a été violée avec violence. Elle a pris plaisir dans la violence. Ce qui est amusant dans cette histoire, c'est qu'on est quand même dans un salon de massage où il y a plusieurs filles et où vous pouvez passer. Elle n'a pas crié. Quel est ce genre de motif qu'on colle derrière un homme comme celui-là? Oui, disons que je crois que dimanche, oui, nous avons fait une émission relativement à cette actualité, l'actualité sénégalaise. Et je vous indiquais que nous sommes là, n'est-ce pas, à l'aube, n'est-ce pas, d'une élection cruciale en 2024, l'élection présidentielle. Et il y a encore 3 ans, Albert. Oui, mais il faut commencer à évacuer. Il faut commencer à évacuer éventuellement certains cadavres de placard. Donc, et puisque Sonko ne peut pas le déraciner à la veille d'une élection comme celle-là, il faut commencer à déblayer le terrain, à couper les racines. Parce qu'il est quand même très populaire. Il est très populaire, le bonhomme. Donc je pense que c'est pas anodin. Je voudrais convoquer 2 faits historiques. Le premier fait historique, c'est quoi? C'est que, je crois que vous êtes au courant que les faits de troubles à l'ordre public ont été abandonnés. Abandonnés, oui.
je pense également que l'effet des citations à l'insurrection ont été abandonnés. Ce qui reste, c'est le viol. Mais on a donc maintenu, on a retenu, n'est-ce pas, les faits de viol présumés. Mais la dame, elle a pris plaisir vraiment à se faire violer. Hein. Non, disons que là, nous sommes, vous savez, nous sommes dans le casting français. C'est-à-dire que là-bas, pour éliminer un adversaire politique, on lui sort une affaire de viol, de mœurs. C'est le casting français là. C'est-à-dire que on vous sort une affaire de viol. Or, nous savons que dans le contexte africain, les affaires de viol, c'est pas tout à fait... C'est courant. Ça existe. Je ne peux pas dire que ça n'existe pas, ça existe. Mais quelqu'un qui, comme Sonko, qui a quand même une morale, parce que quand je le regarde, quelqu'un qui a été quand même inspecteur des impôts, pendant 10 ans, qui n'a pas volé un seul franc, qui a déclaré son patrimoine, ce qui n'est pas le cas des autres personnes qui dirigent même le pays, je crois que c'est quand même intéressant. Donc pourquoi est-ce qu'il faut quand même lui coller quelque chose? Autant je pense que c'est quelqu'un qui a posé un acte répréhensible, doit répondre de cet acte devant la loi. Oui. Mais en même temps, je questionne justement le problème que vous posez, c'est-à-dire que quelqu'un qui a été vu dans un salon de massage et qui n'a pas crié. À plusieurs reprises. Et à plusieurs reprises, qui n'a pas crié. Ni dire. Et pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant, s'il y a eu viol, elle n'a pas violé une seule fois. Pourquoi c'est maintenant que ça sort? Pourquoi c'est maintenant que ça sort? Ça, c'est la première question. La seconde question, dans ce salon de massage, il y a des mouvements de va-et-vient, parce que moi, je connais, j'ai l'habitude d'aller faire mes soins dans certains salons d'esthétique. Il y a des gens qui se baladent. C'est-à-dire, il y a des gens qui sortent partout, dans les saunas, dans les hammams, tout ce que vous voulez. Il y a des gens qui entrent, qui sortent. Quand je vais te traiter de petit bourgeois, alors moi je sais pas. On va dire que j'exagère. Donc je veux dire que c'est quand même assez gros comme mensonge. Donc tu veux quoi qu'il en soit, une nana qui s'est fait violer plusieurs fois, ça veut dire que c'était un consentement. Parce que vous ne pouvez pas vous faire violer plusieurs fois par le même bourreau. Mais attendez, il y a quand même un problème, non? Ça veut dire que vous avez choisi votre bourreau avec non, et qui vous viole surtout avec violence. Elle déclare qu'elle a été violée avec violence. Mais non. Attends, dans dans la plainte, c'est ce qui est écrit. Mais attends, au même lieu? Oui, dans le même salon de massage. Dans le même salon de massage. Donc, c'est quand même gros. Donc, moi, je pense que, comme il a dit que tantôt, nous sommes dans un casting à la française. Maintenant, pour terminer mon propos, je voudrais revenir sur un épouvantail qu'on agite souvent pour manipuler l'opinion publique africaine, notamment de l'aide française en Afrique. Mais quand même, je trouve quand même que c'est quand même gros, non? Tout à l'heure, j'évoquais le cas de ce fameux contrat pétrolier qui a été attribué par M. Macky Sall à Total. Mais vous avez donc des problèmes d'argent, pour parler de manière triviale, au lieu justement de durcir les conditions d'acquisition d'octroi de ce contrat pour éviter l'aide au développement. L'aide, l'aide française. Non, c'est pas l'aide publique au développement. Il y a de l'aide française. C'est pas de la coopération française, pas de l'aide. Mais ça veut dire qu'il y a un problème. C'est un pays qui est pauvre comme la France, qui donne des milliards d'euros ou des millions d'euros pour rien. Vous ne trouvez pas que c'est quand même assez gros là? C'est gros. Donc moi je pense que pour terminer mon propos, il est important qu'il y ait ce renouvellement de la classe politique, qu'on forme la marque critique, comme c'est le cas, comme ce que nous sommes en train de faire, et que désormais, franchement, que ces gens, je parle de ces gens français qui nous parlent avec beaucoup de mépris, de condescendance et d'irrespect, qu'on leur fasse comprendre que le contexte africain qu'ils ont connu par le passé n'est plus le même, et que désormais les temps ont changé, et qu'il faut qu'on parle qu'on puisse justement discuter avec respect mutuel. S'il te plaît. Allons-y, oui, patience pas fin de... Une seconde avant de passer, c'est cette affaire de viol-là, ça paraît trop bizarre. Bon, mais vous savez, je le dis à l'attention des jeunes Africains qui veulent se lancer en politique, il faut qu'ils fassent très attention. Quand vous regardez par exemple l'affaire Strauss, quand tout le monde savait bien que le gars là, c'était son... C'était sa petite... Non, c'était son talon d'Achille. C'est-à-dire qu'on ne découvrait pas le vrai visage de Strauss-Kahn par rapport à sa libido démesurée avec l'affaire Nafissatou Diallo. On savait que c'était
comment on dit ça, amateur ou bien un professionnel, quelqu'un qui aimait bien ces histoires-là. Oui. Et on l'a piégé. Sarkozy l'a piégé pour l'écarter complètement du jeu politique. Non, de la liste. Ils étaient pratiquement l'homme qui était pressenti pour prendre l'affaire. Donc on lui accorde l'affaire. Donc je le dis aux jeunes opposants, cette affaire-là, quand vous rentrez dans la politique, il faut savoir qu'il y a des embûches dans l'affaire-là qu'il faut éviter. Mais ce Sonko, je pense qu'il a une épouse. Mais fais-toi masser à domicile. Qu'est-ce que tu allais te balader dans les salons de massage comme mon ami Albert Anatole ici? Mais un jour, on va te coller une affaire. Donc, dans l'affaire Nafissatou Diallo, on le sait maintenant très bien, qu'en réalité, Nafissatou Diallo était une asso, comme ça on peut appeler ça comme ça, le DSK. Il avait ses habitudes, il allait au même hôtel et il exigeait que ce soit uniquement cette femme de chambre qui vient faire sa chambre. Oui. Vous comprenez que c'était quand même... Donc, ça peut être que, il faut faire attention, son corps, je vous dis, il a été troisième, soi-disant, mais tous les expertises ou bien tous les analystes disent qu'en réalité, c'est lui qui est arrivé deuxième. Oui. Bon, on a caché des PV, des bureaux de vote, des choses comme ça. Mais son corps, lors de sa campagne, il a mis le pied dans le plat. Il a dit, moi, président, l'affaire de France, c'est terminé. Les accords de coopération, c'est fini. L'histoire des bases militaires, j'en veux plus. Donc, lui-même, il s'est présenté comme l'ennemi par excellence de la France-Afrique. On condamne la rupture. De la France, pas de la France-Afrique. On condamne la rupture. L'ennemi par excellence de la France et de la France-Afrique, si vous voulez. Donc, il fallait qu'il puisse quand même prendre certaines précautions. Moi, je serais étonné un jour... Parce qu'à partir du moment où on ne peut pas vous violer à 10 reprises, vous me dites que vous avez été violé avec violence. Il est d'accord. Il faut un peu plus prudent. Monsieur Gauche, le jour où je vous trouve au niveau du centre culturel français en train de boire avec les Français une fois, deux fois, trois fois, je vais commencer à me méfier de vous. Ça veut dire que vous êtes en train de jouer avec le feu. Je ne sais pas si ça va se produire, mais bon. Non, ça veut dire que vous jouez avec le feu. Donc c'est pour dire que quand vous lancez en politique, il y a certaines précautions, petites mesures, n'est-ce pas, qu'il faut prendre pour le risque zéro n'existant pas. Ça, on le sait très bien. D'accord, mais quand même. Mais il faut quand même essayer de se prémunir des attaques, parce que c'est une attaque, n'est-ce pas, pour le noircir, pour essayer de le mettre hors jeu de la prochaine compétition qui arrive dans 3 ans. Et justement, on a voulu anticiper et ça prévoir les coups au lieu d'attendre la veille pour le faire de manière barbare comme on l'a vu dans d'autres pays africains. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, aux jeunes qui veulent se lancer en politique, attention, il faut savoir tirer les leçons de tous les événements là qui nous arrivent de gauche à droite pour que demain, on puisse être à l'abri des situations désagréables. D'où mon invitation ou bien ma remarque à Bernardo, j'espère que tu es sûr de ton salon de massage. Je ne me fais pas masser. Messieurs, permettez-moi de donner les messages de nos téléspectateurs ce matin. Ils sont d'ailleurs très nombreux. Bonjour à l'équipe de Libya ce matin, les panélistes, les événements qui sont passés au Sénégal. C'est un message d'avertissement au gouvernement du Sénégal et la France, le ras-le-bol de la population et surtout la jeunesse saccage les intérêts français. Les stations Total, Auchan, le péage EIFAG. Mes condoléances aux familles des victimes qui sont des martyrs. C'est un début de printemps africain. C'est Amadou Kidé qui nous écrit depuis Nouakchott en Mauritanie ce matin. Bonjour, je dis ce matin à tout le panel que les autres chefs d'État fassent attention parce que c'est un signal. Moi-même, j'attends seulement le mot d'ordre et je suis dehors. Un pays où père, fils et petit-fils sont tous commerçants et tous les jours on parle d'entrepreneuriat. Il faut que cela cesse. Vaincre ou mourir, nous vaincrons. La grâce de Dieu est sur vous. Merci également à vous qui nous avez écrit ce matin, sans laisser de nom d'ailleurs. Bonjour, Didier, ce matinal. C'est un régal de pouvoir vous suivre jour après jour. Le Sénégal pose là, à travers Ousmane Sonko, la révolution future que le peuple africain mènera pour enfin se libérer des chaînes de l'Occident et notamment de la France qui, face à leur soi-disant démocratie, nous oppose la démonstration de la force du pouvoir qui elle veut ou elle ne le veut pas, juste pour servir leur intérêt. L'Afrique a besoin de renaître de ses cendres, peu importe le prix à payer du moment que nos enfants ne seront plus esclaves de qui que ce soit. Cela nous suffira. C'est Bekada qui nous écrit depuis Yaoundé ce matin.
Bonjour Dibiès, je trouve qu'il manque une place sur votre plateau, une place pour la vie théologique, c'est-à-dire la vie religieuse ou divine. Ces événements, c'est Oumar Bigna qui nous a écrit, si vous le dites. Bonjour Monsieur Ngossi à tous vos panélistes. J'aimerais toutefois apporter une précision. Le peuple sénégalais se lève contre le banditisme de ces entreprises françaises et non contre Macky Sall. Nos frères et sœurs sénégalais savent exactement ce qu'ils veulent. Permettez-moi, Monsieur Steve, de lancer un appel à tous nos intellectuels, les vrais. La démocratie a échoué. Repensez-nous un système politique qui corresponde à nos réalités. Mettez-vous diplôme en valeur. Bonne journée, c'est Mouto qui nous écrit depuis la Suisse ce matin. Bonjour à tous, nous suivons chaque fois DBS avec plaisir. L'Afrique aura son indépendance totale tôt ou tard. Le président Sankara dit, je cite, un peuple qui refuse de se battre, il ne faut pas avoir pitié. C'est Sourajou Parakou qui nous écrit depuis Parakou au Bénin. Bonjour DBS, ce matin, bonjour le panel. Ce qui se passe au Sénégal est la résultante d'une frustration du peuple. Ceci devrait interpeller tous les pays du continent africain dont la France est encore dominatrice. J'ai du respect pour le président Macky Sall, mais de par la façon dont Ousmane, l'opposant, a été interpellé, on se rend immédiatement compte que cette attestation est politique. Arrestation, il suffit tout simplement de l'écarter de la vie politique car c'est quelqu'un qui a un discours clair, dur, anti-impérialiste. Comment expliquer que l'humanité d'un député est l'immunité, je pense que c'est ce qu'il voulait dire, l'immunité d'un député est levée aussi banalement pour une histoire qui n'a ni tête ni queue. La France est derrière ce problème parce qu'elle voit ses intérêts menacés. Ousmane Sonko est l'homme de la situation et soyons sûrs, Macky Sall va tomber, y compris la France. Nous pensons que ce sera un début de libération de l'Afrique. Courage à notre Ousmane. Bonne journée à vous. C'est Makita qui nous écrit depuis Douala ici, même au Cameroun. Bien le bonjour à vous sur le plateau. L'Afrique est un géant endormi. L'heure de la révolution est en marche. Félicitations au peuple sénégalais. Que cette révolution soit ainsi dans tous les pays africains. C'est Merlin Bakop qui nous écrit depuis le Baba Sonel. Je pense ça. Bonjour le seigneur du micro Steve. Sachez, vous êtes... le meilleur journaliste qui nous pose des problèmes réels de notre continent. Que les dieux des Africains vous protègent. Pour revenir sur le sujet, Martin Luther King Jr. disait « On a le devoir moral de désobéir aux ordres illégaux. » Je salue la détermination des Sénégalais à combattre cette utopie de l'homme blanc qui serait la démocratie, à qui profite telle sans doute aux minorités, devenues plus cruelles que les colons en Afrique, présidents, ministres et bien autres, qui ne jurent au nom de la France, bon sang, nous, sur leur terre. Dans cette lutte de la libération de notre frère Sonko, disons à nos frères sénégalais la vérité, d'incendier toutes les entreprises françaises, les bases militaires françaises, si possible, tuer même les Français. Ils font quoi chez nous? Ils sont la cause de toutes nos souffrances. Steve, j'ai du respect et de la considération pour les Sénégalais. Ce matin, Steve, il faut dire les choses sans avoir peur de le dire. Macky Sall doit partir. Il fait la honte du continent africain. Il n'est pas le seul qui souille l'Afrique. N'oublions pas son ami Alassane Draman Ouattara et les autres élèves de la France qui prennent la leçon. La liberté doit s'acquérir au prix du sang. C'est Béa Frédéric qui nous écrit depuis Marois ce matin. Bonjour Monsieur Steve Ngossi à tous les illustres, les invités et techniciens de l'IBS matinale. Le cas Sénégal doit interpeller tous nos dirigeants africains de l'heure et même nos opposants conçus qui cherchent à maintenir le même système français en Afrique. Battons-nous pour l'arrivée des panafricanistes à la tête de nos États pour éradiquer ce fléau ici en France. Les gens sont couchés dans des maisons, mais ils touchent des aides de l'État français et même les Africains reçoivent ces aides. Par contre, en Afrique, les gens vivent au jour le jour et on vient nous parler de démocratie. Or, c'est de l'escroquerie à ciel ouvert. Ça suffit, le peuple est prêt pour défendre ses intérêts. Merci à vous, excellente journée à tous. Sous l'abri du Très-Haut, c'est Rigobert Godin-Niemek qui nous écrit depuis Paris, en France. Bonjour, Monsieur Steve Ngos et à ses invités. J'ai honte pour nos dirigeants africains. Nous ne pouvons pas compter sur ces présidents imposés par les colons français. Ces types de dirigeants ne feront rien pour la souveraineté politique et économique. L'opposant Sonko a été libéré après son inculpation pour viol, puis libéré. Que Macky Sall nous dise donc de quoi il l'accuse, ce jeune opposant Sonko. J'ai honte, nous devons faire barrage à ce type de dirigeants. Identifions-les, recensons-les et exposons-les publiquement par les moyens médiatiques avant les élections. C'est Arnaud qui nous écrit depuis Abidjan en Côte d'Ivoire. Il continue. Comme au foot, la France a toujours un remplaçant politique, poste pour poste. Le remplaçant de Macky Sall est déjà prêt, protégeant Sonko.
Il nous a écrit justement Arnaud depuis Abidjan en Côte d'Ivoire. Bonjour DBS TV, c'est Boukar Kolo Mamadou depuis Difa au Niger. C'est pour vous encourager pour votre émission. Merci également à vous qui nous regardez depuis le Niger et surtout chaque matin. Bonjour chers élus panafricains, merci pour le travail, que Dieu veille sur l'Afrique. Le monde s'effondre sur la France et l'enfant noir veut voir le soleil des indépendances que la France nous prive. La France est une bête féroce qui détruit notre Afrique. Donc ensemble détruisons cette bête. Même si tous les chefs d'État doivent avoir une blanche française comme épouse, ils n'ont pas de choix. Ensemble nous vaincrons. C'est Djibril qui nous écrit depuis le Togo ce matin. Allons-y toujours avec les messages. Bonjour DBS, bonjour Steve Ngos et ce brillant panel. Une pensée particulière pour notre président Badakali en espérant que sa santé s'améliore durablement. Bien du courage à tous. C'est Kwame qui nous écrit depuis la Nouvelle-Calédonie. Fidèle justement téléspectateur justement dans les Antilles. Bon prompt rétablissement au président Badakani. Bientôt il sera de retour, ne vous inquiétez pas. Bonjour Steve et son plateau des panafricains. Les bases militaires françaises sont là pour protéger les maigres, les maîtres de maison de la France et leurs entreprises. C'est Edo qui nous écrit depuis Chicago aux États-Unis. Bonjour l'équipe d'IBS matin, explosion avant-hier dans un camp militaire en Guinée équatoriale et beaucoup de morts et surtout de blessés. C'est Marius Ettingue depuis Deidou. Oui, nous avons les images, ne vous inquiétez surtout pas. Bonjour chers panélistes, monsieur parfait. La France n'a jamais été l'ami de quelqu'un, sinon nous ne serons plus dans l'état dont nous sommes aujourd'hui. La France est une criminelle. Si quelqu'un croit à la France, il se trompe. Mais c'est des lignes, il faut de la volonté. Les massacres quand l'occasion se permet, la guérilla c'est ce qu'il faut pour la France. La France parle de dialogue, c'est la poudre aux yeux. De toute façon, on arrivera. Bonne journée à tous, c'est Eladji Sikuru Tamomo qui nous écrit depuis Porto Novo au Bénin. Toujours des messages avant de se séparer, messieurs, encore 2 ou 3. Bonjour DBS, bonjour, la fierté de l'Afrique que vous êtes. Tous, le grand problème de la libération de notre chère Afrique est que nos armées et notre justice ne sont en réalité que pour la France. Et à chaque soulèvement d'une population, elles interviennent pour défendre violemment les intérêts de cette même France en tuant leurs propres frères. Que faire alors? Nos populations n'ont pas d'armes. Merci à vous pour le combat. Suggestions et doléances, nombreux sont les Africains qui restent accrochés à RFI, à leurs médias d'État et n'ont pas connaissance de DBS. Ils sont toujours dans l'obscurité. À cet effet, je suggère que tous les panélistes prennent le devoir de divulguer DBS matin à ceux-là. C'est ce que je fais depuis que je suis l'émission, depuis 1 an aujourd'hui. Créer des groupes WhatsApp DBS et envoyer des liens dans d'autres groupes et autres amis. Merci beaucoup. C'est Thomas V de Kapalimé au Togo qui nous a écrit ce matin. Bonjour à monsieur Simo. C'est monsieur Etam et Alexandre qui nous a écrit et qui vous dit bonjour d'ailleurs, hein, c'est son message. Vous êtes la lumière de l'Afrique sur ce plateau, que les autres pays suivent l'exemple. Le Sonko, c'est Tchassouni Yao Romain depuis le Togo ce matin. Bonjour monsieur Steve, je remercie la télévision d'Ibias pour toujours réveiller les Africains de suivre le Sénégal à la sortie dans la main des barbares français, surtout le Togo et la Côte d'Ivoire doivent sortir des mains des barbares français. C'est Michel qui nous écrit depuis le Togo. Bonjour DBS, le problème du Sénégal est simple, c'est que avec Macky Sall, nous assistons à des tergiversations qui ne disent pas son nom, mais voilà qu'il est pris à son propre piège, et là je dirais, la vague qui emporte le passé sombre de cette Afrique, surtout celle francophone, est amorcée, et attendons la fin, car la victoire est à nous, et on s'en fout d'ailleurs pour ces Africains qui seront dans le camp des vaincus, et cela c'est pour ces présidents qui continuent à jouer à leur jeu, et surtout au jeu de la France-Afrique. C'est Fortuné qui nous écrit depuis Lomé au Togo. Et mon président Badakali, j'espère qu'il récupère sa forme. Il nous manque beaucoup. Il nous manque également à nous. Hein. On espère qu'il va récupérer et qu'il nous reviendra en grande forme. Le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Togo sont les 3 piliers de l'hégémonie française en Afrique de l'Ouest. Si un de ces pays échappe à la France, ce sera le début de la fin. Macky Sall doit partir. C'est quelqu'un qui nous écrit depuis le Togo. Allons-y avec un dernier message, hein, parce qu'ils sont tellement nombreux. Bonjour le plateau, je respecte son excellence Macky Sall, mais ce qui se passe actuellement au Sénégal n'honore pas l'Afrique. Il faut que nos dirigeants fassent très attention. La jeunesse africaine est en train de prendre son destin en main. C'est Ousmane Belki depuis Gogounou au Bénin. Bonne journée à vous également. Albert Anatole, ici votre mot de fin, rapidement en 1 seconde. Non, je voudrais dire que au regard de la loi, sont punis le corrupteur et le corrompu. Ouais. Donc, on ne peut pas dissocier le président Macky Sall de sa responsabilité vis-à-vis de la France. Je parle du pillage de la France. Oui. Parce qu'il avait le loisir de dénoncer ces accords,
de ne pas faire ami-ami avec justement les dirigeants français pour préserver les intérêts des Sénégalais. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc je pense qu'aujourd'hui, il devient un problème pour les Sénégalais. Il devient urgent pour les Sénégalais justement de changer, non pas seulement de contrat social, mais également peut-être dirigeant. Merci beaucoup Albert Natola ici. Votre mot de fait également, patient Parfendom. Je pense que le président Macky Sall doit continuer à être clair par rapport au troisième mandat. Il faut qu'il dise qu'il va respecter la Constitution et qu'il ne fera pas un troisième mandat. Ça peut être un élément pour essayer d'apaiser. Calmer le jeu. Mais ce qui est important pour l'Afrique aujourd'hui, nonobstant le président qui veut remplir un plan fini, c'est l'organisation de la jeunesse africaine. Il faut que notre jeunesse s'organise. Il faut qu'elle s'organise dans tous les pans de la vie. Et que ces organisations, ces groupes, ces associations, appelées comme vous voulez, puissent tisser des passerelles entre elles. Parce que regarde ce qui se passe au Sénégal. En réalité, c'est un autre plan, c'est une autre vision, c'est une guerre déclarée contre la France pour que nous puissions sortir de la France-Afrique. Mais le reste de l'Afrique est muette. On laisse la jeunesse sénégalaise et le peuple sénégalais seul. Nous aurons même pu aider à mieux densifier, c'est-à-dire bonifier, n'est-ce pas, cette lutte-là, en apportant des éléments, n'est-ce pas, qui orienteront la jeunesse sénégalaise pour qu'elle n'aille pas ailleurs. Qu'elle reste, comment on dit ça, concentrée, focus sur l'essentiel, c'est-à-dire non à cette hégémonie française sur l'ensemble de nos États africains. Les 14 plus 1, les Comores, avec la fin des Français. Donc, s'il vous plaît, jeunes Africains, créez des organisations, des associations. Le club 2.0, c'est bien. Oui. Mais le club aussi, pour lutter dans le sens du panafricanisme, c'est mieux. Arrêtons d'être dans les gens qui dorment dans les salles de Paris Foot, ou bien qui regardent les télé-nouveaux. J'ai été surpris dernièrement de voir un jeune de 23 ans qui dort devant la télé parce qu'il regarde les télé-novelas. Alors que le monde avance, on nous piétine, on refuse même de nous donner la possibilité de créer notre propre avenir. Et vous êtes là à regarder des distractions aussi idiotes et bêtes que les télé-novelas se disent non, chers jeunes, vraiment il est grand temps pour que vous vous réveillez et que vous soyez au service de l'Afrique. Simondé, merci également d'avoir été là ce matin, votre mot de fin. Oui, je dis on peut emprisonner un révolutionnaire, mais on peut emprisonner la révolution. Oui. Et je voudrais terminer en disant ceci, la corde au cou, ou le coup à la corde, c'est la même pendaison. Merci beaucoup. Paul est là, votre mot de fin. Alors, la sagesse de Simon D me dépasse toujours et je suis toujours honoré. Je le remercie parce qu'il a été là. Il sortait d'un voyage. Il a été là la précédente conférence des universités panafricaines. Le thème, c'était le franc CFA et l'école, la liberté de l'Afrique. Et à la suite de Parfum d'Homme, je dirais à la jeunesse africaine, consciente, que le combat, c'est pour la liberté de l'Afrique, c'est dans les actes. Et retrouvez-nous soit de l'extérieur depuis Facebook ou les retransmissions en direct ou sur place dans nos conférences panafricaines. La dernière fois, ça s'est très bien passé. La prochaine, c'est le 20 mars. Et venez nombreux, contactez-nous au 699 84 98 98, 699 84 98 98, autour de thématiques et avec thématiques diverses et avec tout ce que vous voyez sur ces plateaux. J'attends toujours Parfum d'Homme pour sa présence à ces conférences-là. Messieurs, je vous dis merci d'avoir été là ce matin. Merci d'avoir pris votre temps justement pour conscientiser les Africains, même si nous avons encore certains qui nous ont infiltrés pour dire totalement et entièrement le contraire. Cette émission était entièrement et totalement dédiée à une jeune fille, Sarah Pamela, qui a eu un an de plus ce 9 mars de l'an de grâce 2021. C'est la fille de notre réalisatrice, Madame Georgette Jimdo. Eh bien, c'est sa fille, il faut le dire comme ça, qui a un an de plus ce matin. Oui, on m'a dit, s'appelle Sarah Pamela. Une française? Non, on ne sait pas. Mais bon, vous savez quand même qu'il y a un nom derrière. Mais pourquoi le anniversaire? C'était le 8 mars. Oui. C'était la date anniversaire d'un certain Ahmed Bakayoko.
mais c'est le jour que Macky Sall a choisi pour le démettre de toutes les fonctions. Non, Alassane Ouattara, excusez-moi, on a beaucoup parlé de Macky Sall. Et il a nommé de Premier ministre, son fils et de ministre de la Défense. Il a nommé son fils ministre de la Défense. On l'appelle son fils. On l'appelle photocopie, on dit que c'est son frère. On dit c'est son frère. On dit que c'est son frère. On dit que c'est son frère. Bon, en tout cas. Donc vraiment, il y a plusieurs fortunes en matière d'anniversaire. En tout cas, nous allons continuer à dire à Sarah Pamela, joyeux anniversaire à toi, jeune fille. Bien, bonne chose à toi. Mesdames, messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de DBS Matin, la seconde du genre de cette semaine. N'oubliez surtout pas, la désobéissance civile est une forme de responsabilité et appelle davantage à des responsabilités. Sous un gouvernement qui emprisonne injustement, eh bien, la place de l'homme juste est aussi en prison. Bonne journée à toutes et à tous et à demain. S'il plaît à Dieu, au revoir.